Utilité des fenêtres qui donnent sur la rivière. Claude Frollo, car nous présumons que le lecteur, plus intelligent que Phébus, n'a vu dans toute cette aventure d'autre moine bourru que le prêtre. Claude Frollo tâtonna quelques instants dans la chambre ténébreuse où le capitaine l'avait verrouillé. Il n'y avait ni fenêtre ni lucarne, et le plan incliné du toit empêchait qu'on s'y tînt debout. Claude s'accroupit donc dans la poussière et dans le plâtre qui s'écrasait sous lui. Sa tête était brûlante. Que se passait-il en ce moment dans l'âme obscure du prêtre? Lui et Dieu seul pouvaient le savoir. Il attendait depuis un quart d'heure. Il lui semblait avoir vieilli d'un siècle. Tout à coup, il entendit craquer le bois de l'escalier. Quelqu'un montait. La trappe s'ouvrit. Une lumière apparut. Il y avait à la porte vermoulue de la pièce une fente assez large. Il y colla son visage. De cette façon, il pouvait voir tout ce qui se passait dans la chambre voisine. La vieille, à face de chat, sortit d'abord de la trappe, sa lampe à la main, puis Phébus retroussant sa moustache, puis une troisième personne, cette belle et gracieuse figure, Esmeralda. Le prêtre la vit sortir de terre comme une éblouissante apparition. Claude trembla. Un nuage se répandit sur ses yeux. Ses artères battirent avec force. Tout bruissait et tournait autour de lui. Il ne vit et n'entendit plus rien. Quand il revint à lui, Phébus et Esmeralda étaient seuls, assis sur le coffre de bois, à côté de la lampe qui faisait saillir, aux yeux du prêtre, ces deux jeunes figures et un misérable lit au fond de la chambre. À côté du lit, il y avait une fenêtre dont le vitrail, défoncé comme une toile d'araignée sur laquelle la pluie a tombé, laissait voir à travers ses mailles rompues un coin du ciel et la lune couchée au loin sur un édredon de mous nuages. La jeune fille était rouge, interdite, palpitante. Ses longs cils baissés ombrageaient ses joues de pourpre. L'officier, sur lequel elle n'osait lever les yeux, rayonnait. Claude Frollo ne parvint pas sans peine à entendre ce qu'il se disait, à travers le bourdonnement de son sang qui bouillait dans ses tempes. « Oh, disait la jeune fille sans lever les yeux, ne me méprisez pas, monseigneur Phébus. Je sens que ce que je fais est mal. »« Vous méprisez, bel enfant, répondit l'officier d'un air de galanterie supérieure et distingué. Vous méprisez, tête Dieu, et pourquoi? Pour vous avoir suivi. En parlant ainsi, elle fixait sur le capitaine ses grands yeux noirs, humides de joie et de tendresse. Du diable si je vous comprends, s'écria Phébus. Esmeralda resta un moment silencieuse, puis une larme sortit de ses yeux, un soupir de ses lèvres, et elle dit « Oh, monseigneur, je vous aime !» Il y avait autour de la jeune fille un tel parfum de grâce, un tel charme de vertu, que Phébus ne se sentait pas complètement à l'aise auprès d'elle. Cependant, cette parole l'enhardit. « Vous m'aimez » dit-il avec transport, et il jeta son bras autour de la taille de l'Égyptienne. Il n'attendait que cette occasion. Le prêtre vit et tâta du bout du doigt la pointe d'un poignard qu'il tenait caché dans sa poitrine. « Phébus, poursuivit la bohémienne, en détachant doucement de sa ceinture les mains tenaces du capitaine. Vous êtes bon, vous êtes généreux, vous êtes beau. Vous m'avez sauvé, moi, qui ne suis qu'une pauvre enfant perdue en Bohême. Il y a longtemps que je rêve qu'un officier me sauve la vie. C'était de vous que je rêvais, avant de vous connaître, mon Phébus. » Phébus profita encore de l'occasion pour déposer sur son beau cou ployé un baiser qui fit redresser la jeune fille écarlate comme une cerise. L'Égyptienne lui donna quelques petits coups de sa jolie main sur la bouche avec un enfantillage plein de joie, de grâce et de gaieté. Esmeralda dit « Non, 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 je ne vous écouterai pas. M'aimez-vous? Je veux que vous me disiez si vous m'aimez. »« Si je t'aime, ange de ma vie !» s'écria le capitaine en s'agenouillant à demi. « Mon corps, mon sang, mon âme, tout est à toi, tout est pour toi. Je t'aime, je n'ai jamais aimé que toi. » Le capitaine avait tant de fois répété cette phrase en maintes situations qu'il la débita toute une haleine sans faire une seule faute de mémoire. À cette déclaration passionnée, l'Égyptienne leva au sale plafond qui tenait lieu de ciel un regard plein d'un bonheur angélique. « Oh, murmura-t-elle, voilà le moment où l'on devrait mourir.
Phébus trouva le moment bon pour lui dérober un nouveau baiser qui alla torturer dans son coin le misérable prêtre. Elle redevint pensive et silencieuse. Le capitaine, enhardi par sa douceur, lui prit sa taille sans qu'elle résistât, puis se mit à délacer à petit bruit le corsage de la pauvre enfant, et dérangea si fort sa gorgerette que le prêtre, haletant, vit sortir de la gaze la belle épaule nue de la bohémienne, ronde et brune, comme la lune qui se lève dans la brume de l'horizon. La jeune fille laissait faire Phébus. Elle ne paraissait pas s'en apercevoir. L'œil du hardi capitaine étincelait. Cependant, le geste du capitaine avait mis à découvert le collier mystérieux qu'elle portait au cou. « Qu'est-ce que c'est cela ?» dit-il. « Oh, n'y touchez pas, répondit-elle vivement. C'est ma gardienne. C'est elle qui me fera retrouver ma famille si j'en reste digne. Oh, laissez-moi, monsieur le capitaine. Ma mère, ma pauvre mère, où es-tu? À mon secours! Grâce, monsieur Phébus, grâce !» Phébus recula et dit d'un ton froid. « Oh, mademoiselle, que je vois bien que vous ne m'aimez pas. »« Je ne t'aime pas !» s'écria la pauvre malheureuse enfant, et en même temps, elle se pendit au capitaine qu'elle fit asseoir près d'elle. « Je ne t'aime pas, mon Phébus? Qu'est-ce que tu dis là, méchant, pour me déchirer le cœur? Oh, va, prends-moi, prends tout, fais ce que tu voudras de moi, je suis à toi. Que m'importe le collier, que m'importe ma mère? C'est toi qui es ma mère puisque je t'aime. Phébus, mon Phébus, bien-aimé, me vois-tu? C'est moi, regarde-moi. » En parlant ainsi, elle jetait ses bras autour du cou de l'officier. Elle le regardait du bas en haut, suppliante et avec un beau sourire tout en pleurs. Elle tordait sur ses genoux son beau corps demi-nu. Le capitaine, enivré, colla ses lèvres ardentes à ses belles épaules africaines. La jeune fille, les yeux perdus au plafond, renversée en arrière, frémissait, toute palpitante sous ce baiser. Tout à coup, au-dessus de la tête de Phébus, elle vit une autre tête, une figure livide, verte, convulsive, avec un regard de damné. Près de cette figure, il y avait une main qui tenait un poignard. C'était la figure et la main du prêtre. Il avait brisé la porte, et il était là. Phébus ne pouvait le voir. La jeune fille resta immobile, glacée, muette sous l'épouvantable apparition, comme une colombe qui lèverait la tête au moment où l'orfraie regarde dans son nid avec ses yeux ronds. Elle ne put même pousser un cri. Elle vit le poignard s'abaisser sur Phébus et se relever, fumant de sang. « Malédiction !» dit le capitaine. Et il tomba. Elle s'évanouit. Au moment où ses yeux se fermaient, où tout sentiment se dispersait en elle, elle crut sentir s'imprimer sur ses lèvres un attouchement de feu, un baiser plus brûlant que le fer rouge du bourreau. Quand elle reprit ses sens, elle était entourée de soldats du guet. On emportait le capitaine, baigné dans son sang. Le prêtre avait disparu. La fenêtre du fond de la chambre, qui donnait sur la rivière, était toute grande ouverte. On ramassait un manteau qu'on supposait appartenir à l'officier. Et elle entendait dire autour d'elle « C'est une sorcière qui a poignardé un capitaine !»